Ça ne va pas bien dans le réseau de la santé et des services sociaux. Après plusieurs années de promesses du gouvernement de la CAQ, il n'y a rien qui se concrétise encore pour améliorer l'accès aux soins. 1,5 million de personnes malades qui ont de la misère à avoir des services en première ligne au Québec, c'est phénoménal encore. Moi, je l'entends très régulièrement que le GAP, ça fonctionne pas très bien. On l'entend de la part des citoyens, des scandales après scandales en protection de la jeunesse encore. Le ministre qui essaie de s'en sortir en mettant sous tutelle. Moi, une tutelle, j'en ai déjà vu une dans ma région. Je peux vous dire que ça n'a pas donné grand-chose. On fait encore les manchettes chez nous pour les problèmes avec la protection de la jeunesse. Et puis, ce qui me fâche le plus en ce moment, je vous dirais, c'est cette directive qu'il y a eu dans le réseau de la santé et des services sociaux pour ne pas donner accès au programme de soins dentaires aux personnes qui font affaire avec le réseau de la santé et des services sociaux. Moi, j'ai demandé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et au protecteur du citoyen de se pencher là-dessus. J'estime que c'est de la discrimination envers les gens, cette directive. Évidemment que nous, on veut que le Québec signe une entente pour aller chercher sa part de financement pour qu'on puisse développer notre propre programme. Mais en attendant, il n'est pas question de priver les gens de services et de soins, en fait, auxquels ils devraient avoir droit. Donc, je trouve ça scandaleux, cette directive-là. Puis, j'espère qu'ils vont reculer. Merci, Christine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ici pour parler des mines, puis ça va vous surprendre parce que ce matin, je ne vais pas vous parler du statu quo environnemental de la CAQ, mais plutôt celui des libéraux. Parce qu'en ce moment, les libéraux, le Parti libéral du Québec est en train de saboter les avancées qu'on trouve dans le projet de loi sur les mines. Moi, je travaille sur ce dossier depuis 2 ans, puis depuis 10 ans qu'on n'a pas ouvert et qu'on n'a pas mis à jour cette loi. Et ce que j'ai à côté de moi au Parlement, c'est pas l'aile parlementaire libérale, c'est l'aile parlementaire des multinationales. Parce que je pense que les libéraux sont en train d'oublier que les claims et l'exploration minière, en ce moment, se fait chez les gens du Québec. Ça se passe dans la cour des Québécois et Québécoises, puis il est temps de mettre le bien commun en avant les seuls intérêts privés. Dans le projet de loi, je nous rappelle, on prévoit de soustraire les claims miniers dans les terres privées. On parle aussi d'instaurer un BAP pour tout projet minier. Et quand les libéraux s'opposent puis essaient de saboter ces avancées, bien, ils sont en train de protéger les intérêts des minières et des multinationales avant les intérêts des Québécois. On dirait qu'ils n'ont pas appris de leur échec nommé Plan Nord. On ne peut pas continuer avec cette mentalité du drill, baby drill en 2024. Et j'espère que la ministre va se tenir debout devant ces lobbies miniers puis les lobbies du Parti libéral. Madame Labrie, on va revenir sur la santé. Hier, le gouvernement, le Conseil des ministres a décidé de démissionner les 2 têtes dirigeantes du CIS de la Côte-Nord. Vous en pensez quoi? Trouvez-vous que c'est le moyen de régler les problèmes là-bas? Bien, ça ressemble à une stratégie pour donner l'impression qu'ils font des choses. Pour moi, c'est une façon d'essayer de rassurer les gens sans vraiment mettre en place des solutions. Même chose avec la tutelle, par ailleurs. C'est 2 stratégies qui ressemblent à de la diversion. Le niveau des barrages qui semble être le même que l'année dernière, qui a fait faire un trou de 1,3 milliard de dollars dans le trésor public, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça vous inquiète particulièrement? Bien, c'est très inquiétant parce que c'est une conséquence, des changements climatiques, mais du fait que nos infrastructures, surtout celles d'Hydro-Québec, ne sont pas encore toutes adaptées aux effets des changements climatiques. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, nous avons demandé de chiffrer les coûts de l'adaptation. Et là-dessus, il faut inclure combien ça va coûter, adapter nos barrages, revoir nos infrastructures, parce qu'à la fin de la journée, ceux et celles qui vont payer plus, bien, c'est les gens du Québec, parce qu'on va voir peut-être des tarifs augmenter. On ne veut pas se rendre là. Alors, il faut adapter nos infrastructures au changement climatique, en commençant par les barrages. Comment on fait ça? Je ne suis pas une experte en hydroélectricité, malheureusement. De ce que je sais, c'est qu'il existe de l'expertise au sein d'Hydro-Québec puis de nos différents ministères. On demande au ministère de l'Environnement de nous chiffrer les coûts de l'adaptation. Je pense qu'on a l'expertise au Québec de le faire. Il faut le montrer et le faire rapidement. Sinon, c'est plus tard que la facture va être plus salée. C'est pas un petit peu étonnant de vous voir aujourd'hui défendre un projet de loi caquiste, vous en prendre aux libéraux? Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ce dossier-là. Et depuis 2 ans, il y a un milieu qui est extrêmement mobilisé, ce sont les municipalités partout au Québec. L'UMQ est venu nous dire que ces avancées qui sont dans le projet de loi sont souhaitables. Et pour une fois,
moi, je peux le dire, la ministre a fait preuve d'écoute. Je ne défends pas l'entièreté du projet de loi. Je défends les avancées qui sont là pour les gens du Québec, qui sont en train de voir en ce moment leur terrain privé, leur chalet, leur maison se faire claimer. On ne peut pas faire le développement minier comme ça. Et là, on a eu l'écoute de la ministre, puis de l'autre côté, ce que je vois, c'est le Parti libéral qui ramène les propos des minières. Les minières veulent pas que c'est... veulent continuer à claimer dans la Cour du monde. C'est ça qu'elles veulent. Quand on parle de soustraire le territoire privé, et les minières s'opposent à ça et les partis libéraux continuent à défendre ces propos. Pour moi, c'est inacceptable. Moi, aujourd'hui, je présente une motion pour voir la vraie couleur du Parti libéral. Est-ce qu'ils sont pour les multinationales ou pour les gens du Québec? Pour ou contre une commission parlementaire sur la violence armée puis le recrutement des jeunes? C'est ce que demande le Parti québécois. C'est une très bonne proposition. C'est un enjeu qui inquiète tout le monde, évidemment, à commencer par les parents et puis les jeunes eux-mêmes, par ailleurs. Donc, oui, on est prêt à travailler là-dessus. Le troisième lien là, qui serait super haut pour laisser passer le Queen Mary 2, est-ce qu'il faut que le gouvernement protège l'industrie des croisières dans son plan du futur pont? Troisième lien. Il faut que le gouvernement comprenne qu'ajouter des autoroutes ne réduit pas les problèmes de circulation. Peu importe la hauteur de ce pont-là, ça ne va pas résoudre les problèmes de circulation à Québec. Le consensus scientifique, il est extrêmement clair. On n'en a pas besoin de troisième lien. Et si on en avait un, ça augmenterait les problèmes de circulation à Québec. C'est ça la réponse à votre question. Parlant de consensus scientifique, j'aimerais vous amener sur Éducalcool. Oui. Partagez-vous les préoccupations de vos collègues libéraux à propos de l'organisme? Monsef Déragi accusait Éducalcool de promouvoir de la pseudo-science. Il demandait de définancer carrément l'organisation et de faire comparaître le PDG de la SAC et les ministres Girard et Guilbeault. C'est sûr que leur posture soulève des questions, je vous dirais, parce qu'il y en a un consensus scientifique clair sur le fait qu'abaisser le seuil à 0,05 pour des sanctions administratives, ça améliorerait la sécurité sur nos routes. Hein. Puis nous, tout ce qu'on souhaite, c'est éviter le plus de décès et d'accidents possibles sur nos routes. Donc, la décision à prendre, puis c'est pas Éducalcool d'apprendre, c'est au gouvernement. C'est la décision à prendre, c'est de commencer à imposer des sanctions administratives à partir de 0,05. Nous, on invite le gouvernement à le faire. Mon collègue Étienne Gramont s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus déjà. Puis la décision n'est pas entre les mains d'Éducalcool, est entre les mains du gouvernement. Mais la question, c'est le financement d'Éducalcool et de savoir si cet organisme-là est encore crédible en raison de ses sources de financement. Bien, ça pose des questions. Leur position en ce moment soulève des questions, peut-être qu'ils ne sont pas à jour, mais il en existe des études plus à jour là, qui nous indiquent clairement là, la direction à prendre comme société pour améliorer la sécurité publique. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on devrait écouter. C'est à eux de se justifier là, de leur position actuellement. Moi, je la comprends pas, leur position. Elle n'est pas à jour avec les consensus scientifiques. Du taux d'alcoolémie toléré dans le sang, il y a une enquête du Devoir qui mentionnait ce matin que l'Éducalcool systématiquement minimise les risques liés à la consommation d'alcool et exagère les bénéfices. Est-ce qu'à vos yeux, cet organisme-là devrait recevoir de l'argent des contribuables? Ça soulève énormément de questions. Effectivement, puis on sait que leur financement, il vient notamment là, de l'industrie de l'alcool. Donc, ça pose des questions sur la manière dont est financé cet organisme, et puis est-ce que ça oriente leur position? Bien, c'est à eux d'y répondre, en fait. Je veux dire, on a déjà des organismes de santé publique qui peuvent faire de la promotion des saines habitudes de vie. Oui. Donc, c'est pas un peu étrange qu'on se rabat sur un organisme qui a beaucoup de crédibilité à cause de ça? Bien, ils en ont perdu pas mal, là, je vous dirais. Là. Il reste quand même qu'ils ont des redevances, ils touchent de l'argent public, donc ça, est-ce que c'est un modèle à revoir, selon? La question se pose. Bien, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est une ministre qui base ses décisions pas sur ce qu'Éducalcool dit, mais sur les consensus scientifiques. C'est ça qu'elle devrait faire, la ministre Guilbeault, en ce moment. Est-ce qu'on les débranche? La question se pose, comme je vous dis. Moi, j'ai pas pris le temps de faire l'étude de tout ça. Là, consensus scientifique. La référence depuis des années au Québec, c'est Éducalcool. Ouais. Là, il y a un problème. Là. Il manque d'eau dans le barrage pour les alimenter. Là. Est-ce que la référence devrait plutôt être la santé publique? Probablement, oui. Si la référence était Éducalcool pour la ministre, puis c'est ça qui l'empêche de bouger, alors on a un énorme problème. C'est une référence, là.
Ouais. Là, ça l'est moins peut-être aujourd'hui. Est-ce que, justement, on ne doit pas faire en sorte qu'on se retourne vers le docteur Boileau plutôt que du calcul? Bien, on devrait se tourner vers les consensus scientifiques les plus récents. Et de toute évidence, ils pointent dans la direction de sanctions administratives à partir de 0,05. Moi, c'est ce que j'ai le goût de suivre comme élu, comme citoyenne aussi. Donc, c'est ce que je voudrais voir le gouvernement faire. Ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait le moins d'accidents et de décès possible sur nos routes. Hein. Les victimes de ces accidents-là, c'est pas seulement les personnes qui les vivent, c'est aussi leurs proches, c'est des familles. Il faut penser à ça, là. Ça a des conséquences, même pour une personne qui ne perd pas la vie. Ça peut avoir des conséquences sur toute la suite de leur parcours de vie, là, d'avoir été blessé dans un accident de la route. Donc, la décision à prendre, elle est claire là-dessus. On veut minimiser ce type d'accident-là. Il faut appliquer des sanctions à partir de 0,05. On a toutes les indications qui nous disent que ça aurait un effet important. We're expecting Minister Labauche to table a bill today on international students. I recognize you can't comment on the bill itself because you haven't seen it, but when it comes to international students, do you feel that they're an issue when it comes to temporary immigration? Do you feel that we should be taking in less in Quebec? Well, we'll have a look at the bill. For sure, we have to reconsider the amount of temporary immigration in Quebec. That's what we said it's a long time ago. But what I also know is that it's not international students that are the main burden on public services. They are here to study, they contribute to science, they work in our universities. So we will have a look at the bill, and what we want is that there is no negative effects in our regions and in our universities and CEGEPs. When it comes to the regions, being an M&A in Sherbrooke, I mean, just what exactly is your concern here when it comes to that? I know that universities are worried that there will be an impact in their community. There are a lot of international students. They contribute to research. So we have a lot of programs where there's sometimes majority of the students that comes from international countries. So it's an important part of the research that we do in our universities, actually. So they are worried. We will have a serious look at this project, this bill. Do you fear that it could potentially close institutions if there's enrollment goes down because of this? Well, we'll have a look at the bill. Closed institutions seems like too big for effectiveness, but for some programs, it will be very difficult to survive if the amount of international students is very drops, if it drops too much. So that's why we have a serious look at this. It will be an issue for some programs, for sure. Merci beaucoup.